Quelques mots à mon tour au nom des centristes. D'abord, pour me réjouir comme vous de la situation internationale avec l'espoir né par la paix, précaire, fragile, mais la paix au Moyen-Orient et la libération des otages. Bien évidemment, nous pensons à toutes ces familles qui voient un proche revenir en vie. Également, avoir un mot pour Alain Anziani. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez perdu un ami, et la Gironde un serviteur, Mérignac un maire dévoué, une force tranquille, et je crois qu'il n'aurait pas renié la référence. Je voudrais à mon tour évoquer la situation internationale. Notre pays semble s'enfoncer dans une crise grave, le sentiment presque d'un disque rayé qui nourrit l'inquiétude de nos concitoyens, déstabilise notre pays, et tant sur le plan économique, social que moral. Essayons un instant de nous mettre à la place des Françaises et des Français qui nous regardent. Que voient-ils? Un climat délétère, des comportements choquants et une classe politique parfois plus préoccupée à régler ses comptes qu'à régler les problèmes du pays. Loin de moi l'idée de faire des leçons. Je pense que malheureusement ou heureusement, nous devons avoir et nous avons une co-responsabilité dans cette affaire. Les Français voient l'irresponsabilité de ceux qui vont d'une main appeler au respect du résultat des élections et de l'autre main demander la démission ou la destitution du président de la République. C'est une contradiction insensée. On ne peut pas à la fois invoquer la démocratie et contester le mandat du peuple. En démocratie, remettre en cause un mandat légitime sous prétexte d'impopularité, c'est jouer à un jeu très dangereux. C'est la raison pour laquelle démission ou dissolution seraient pour nous des sauts dans l'inconnu, alors que nous avons besoin plutôt de dialogue, de rassemblement et de calme au sein même du Parlement. Les Françaises et les Français constatent également avec dépit que certaines stratégies présidentielles ou partisanes passent avant l'intérêt national dans tous les partis, hélas, et cela abîme notre vie publique. Les Françaises et les Français constatent aussi l'amnésie de ceux qui, parfois, après avoir gouverné le pays pendant 30 ou 40 ans, voudraient désormais faire porter toutes les responsabilités sur un seul homme. Rappelons par exemple qu'en matière de dette, le dernier budget en équilibre voté au niveau de l'État date de 1974. Et il me semble que depuis 1974, toutes et tous ici, ou presque, avons gouverné. Parlons de décentralisation. Aucune grande réforme en matière de décentralisation n'a véritablement permis d'abord de faire des économies. Chers collègues présidents du groupe radical, malheureusement, c'est un fait. Toutes les réformes ou presque ont plutôt été dans ce domaine-là dispendieuses et la loi NOTRe est loin de faire exception. Par ailleurs, que dire du découpage des régions? Mes chers collègues, opéré par la gauche, il est dans notre cas plus que discutable. L'ensemble de ces postures dégrade l'image de la politique, désespère nos concitoyens et affaiblissent la nation. Alors nous avons besoin d'un sursaut. Churchill disait « Tous les hommes raisonnables ont la même religion ». Nous formons le vœu en ces temps compliqués, bien que les forces de gouvernement se rassemblent, bâtissent des ponts et préparent un projet d'unité pour la nation. C'est du compromis dont nous avons besoin, et le compromis, ce n'est pas dénaturer la démocratie, le compromis, c'est presque l'autre nom de la démocratie. Ayons le courage de le réaffirmer. Notre objectif prioritaire devra être et devra perdurer, c'est la question de la lutte contre la dette. Une dette qui, je le répète, n'est pas apparue ces dernières années et une dette qui empêche tout futur, qui pèse sur les générations futures. Je voudrais réagir à ce qu'a pu dire Alain Bachet. Effectivement, pour préserver le modèle social français, et nous y sommes très attachés car il y avait une troisième composante en 1945, les démocrates chrétiens, n'est-ce pas, cher Président? Nous y sommes très attachés. C'est l'héritage du Conseil national de la résistance, mais avec de la dette qui vous lie les mains, qui vous empêche d'agir, il n'y a plus de modèle social. Donc rétablir les finances de la France, c'est aussi bien sûr préserver et lutter, préserver le modèle social français. Après la situation nationale, j'en reviens à notre région qui va débattre dans un instant de ses orientations budgétaires. Dans ce domaine-là, hélas, la dette n'épargne pas notre région, l'endettement excessif n'épargne pas notre région. Alors bien sûr, il y a dette et dette. Bien sûr, les collectivités locales n'ont pas le droit de voter des budgets de fonctionnement en déséquilibre. Et ça fait une différence importante avec la dette nationale. Cependant, les collectivités locales, et cela a été dit à l'image du département de la Gironde, hélas, peuvent se retrouver en très grande difficulté, y compris parce que l'endettement n'est plus maîtrisé. Eh bien, je voudrais aujourd'hui, au nom de mon groupe, tirer la sonnette d'alarme.
nous allons débattre d'orientations budgétaires dans lesquelles la dette a été doublée en 10 ans. 2018, 2 milliards d'euros. 2028, 4 milliards d'euros. Fois 2. Sans compter évidemment que cela ne prend pas en compte par exemple la dette de l'ASPID qui n'est pas comptabilisée dans le bilan de la région, comme cela nous a bien été confirmé. Plus grave, vous avez recours à le principe de prêt in fine, de remboursement in fine, dont l'objectif est de ne payer que les intérêts et de reporter le remboursement du capital à 10, 15 ou 20 ans. Je vous invite, mes chers collègues, à aller voir en page 245 du tome 1 du dernier compte administratif. Tout est mentionné. Tous les emprunts qui commencent en général par le numéro 400 sont des remboursements à échéance. Le 437, par exemple, qui coûte chaque année 2,6 millions d'euros, va coûter à terme 100 millions d'euros de capital en 2041 ou 42. Si je fais l'addition, elle est vertigineuse. À partir de 2027, nous allons rembourser 10 à 20 millions d'euros en cash chaque année de remboursement in fine. 40 millions d'euros en 38, 60 millions d'euros, 100 millions d'euros, puis 75 millions d'euros. Bref, chaque année, nous allons avoir à rembourser des sommes astronomiques de prêts in fine. Au total, 645 millions d'euros d'emprunts obligataires à remboursement in fine. Cette pratique consiste à mettre la poussière sous le tapis. Sauf qu'ici, la poussière, c'est la dette, et le tapis, ce sont les générations futures. On ne peut pas reporter cette charge sur nos enfants sans le dire. Il n'y a pas que le montant de la dette, il y a aussi cet usage des prêts au remboursement à terme, qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour identifier et recouper, car ils ne sont pas précisés comme ceci dans les documents, mais des dettes qui, pour nous, pèsent sur les générations futures et vont gréver les capacités de dépenses des futures mandatures jusqu'à l'horizon 2040. Cette situation nous paraît grave et elle est la conséquence, comme mes collègues Devez, Requena et Lapouge y reviendront dans le débat budgétaire, la conséquence de non-choix qui nous oblige aujourd'hui à faire des coupes particulièrement sombres. Par exemple, dans Néoterra, Laurence Farin y reviendra. Dans ce contexte, vous nous proposez l'instauration du versement mobilité régionale et rurale. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de débattre de quelle réforme aurait permis de mieux financer les régions, même si on a eu déjà ce débat, de leur autonomie fiscale, mais bien de cette taxe supplémentaire qui ne nous paraît pas une bonne chose. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, quand il s'agit d'un impôt nouveau, on se pose toujours 3 questions. Est-il juste ? Vous répondrez oui si l'on considère qu'il va toucher les entreprises uniquement de plus de 11 salariés. Mais non si on regarde tout le reste. Vous appliquez le taux maximal sans tenir compte d'un certain nombre de réalités et en creusant les inégalités territoriales. Cet impôt, cette taxe, est-elle utile ? Du point de vue des recettes régionales, sans doute. Mais nous avons l'impression qu'elle ne va pas vraiment permettre d'améliorer la mobilité des salariés, puisqu'elle va venir directement être engloutie dans le budget régional plutôt que fléchée vers des nouveaux projets de mobilité. Enfin, cette taxe est-elle légitime ? Vous répondrez oui au nom de la région, qui bien sûr dépense de manière significative pour les transports, mais la majorité des partenaires, du comité des partenaires, vous ont répondu non. Voici pourquoi notre groupe est défavorable à cette taxe. Nous vous avons proposé 2 amendements dans l'espoir d'améliorer ce texte. L'un sur l'idée d'accompagner les établissements hospitaliers qui se feront toucher injustement par cette taxe. L'autre pour s'engager vers des baisses de tarifs comme d'autres régions ont pu le faire. J'insiste, 4 régions s'opposent aujourd'hui au versement transport, donc un autre chemin est possible. Je voudrais terminer par une note plus positive en évoquant la LGV. Les opposants au chantier avaient déposé un énième recours pour demander la suspension des travaux. Celui-ci est tombé le mois dernier, nous nous en félicitons. 87% des habitants du Sud-Ouest se disent favorables à ce projet, un projet qui permet gain de temps, qui est un levier économique et qui préserve notre environnement. Voici pourquoi, de notre point de vue, il est emblématique des projets à soutenir, à développer. Il transcende largement les clivages partisans. Il est un exemple à suivre. Je terminerai mon propos en vous rejoignant, Monsieur le Président, sur l'hommage que vous avez bien voulu rendre à Robert Badinter et à son entrée au Panthéon, qui nous rappelle toutes et tous que la justice est la finalité de notre engagement, que la peine de mort en France a été abolie et par là même notre humanité en a gagné. Merci. Juste quand même un mot. Je ne peux pas vous